Euh, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous et merci du coup de votre participation. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, au Great Place to Work, dans le cadre de la semaine de la QVT, organise des webinaires. Et notre fil rouge cette semaine, c'est la confiance et la résilience. Nous avons et notamment donc la confiance et la résilience, car donc, nous vivons quand même une période qui est assez particulière. Et nous souhaitons aussi par ce webinaire vous présenter la démarche Great Place to Work, la méthodologie, et bien évidemment donner la parole à l'un de nos clients historiques qui est Worldline, et notamment par un témoignage de Jennifer Evora. Et on finira ce webinaire par un temps de questions-réponses dans lequel effectivement on abordera à nouveau les notions de résilience et de confiance. Donc voilà, je vais commencer d'abord par vous présenter un peu Great Place to Work, donc qui nous sommes. Donc Great Place to Work, on a une approche, donc déjà on a une mission qui est très forte. Notre mission, donc, c'est construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous. Donc on dit pour tous, ça veut dire qu'on s'adresse à toute la société et notamment à tout type d'entreprise, que ce soit du privé comme du public. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir améliorer l'expérience collaborateur en entreprise. Ensuite, donc, sur notre présence, donc, Great Place to Work, en fait, c'est américain. On a une présence aujourd'hui qui est internationale, ce qui nous permet effectivement aujourd'hui de pouvoir comparer les entreprises entre elles et notamment d'avoir des benchmarks. Aujourd'hui, on a par ailleurs trois principes fondamentaux. Donc, le premier principe fondamental, c'est la confidentialité. Donc, il faut savoir qu'on garantit la sécurité des données en donnant une charte de confidentialité, on travaille avec des chartes de confidentialité avec tous nos clients. Également, on travaille, deuxième principe fondamental, c'est la reconnaissance positive, et notamment en mettant en avant ce qui fonctionne et en permettant à l'entreprise de progresser, en permettant aux clients de progresser. Et le troisième principe fondamental, c'est l'intégrité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on propose une méthodologie qui est la même pour tous nos clients et on s'assure que les règles du jeu sont bien respectées. Donc, par exemple, chaque année, on a 2 ou 3 entreprises qui ne sont pas certifiées parce qu'elles ne respectent pas les règles d'intégrité de Great Place to Work. Ensuite, pour continuer sur Great Place to Work toujours, Great Place to Work, c'est 3 métiers différents. Donc, le premier métier, c'est l'évaluation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a on a une approche qui est double via 2 outils différents. Donc, la première approche, c'est l'évaluation de la perception des collaborateurs, notamment par l'outil Trust Index. Et la deuxième approche, c'est l'évaluation des pratiques managériales par l'outil Culture Audit. Et en fait, cette double approche, c'est ce qui fait aussi la force de notre approche. Ensuite, dans notre deuxième métier, c'est l'accompagnement. Donc là, on intervient plutôt pour aider les entreprises, que ce soit avant une enquête ou après une enquête. Donc on intervient, c'est le conseil, l'accompagnement, la formation. On intervient pour vous aider, par exemple, à améliorer, faciliter la transformation culturelle de votre entreprise. Également pour vous aider justement que ce soit aussi bien au niveau du collaborateur que du codir, que du management. Et le troisième métier, c'est inspirer. Donc inspirer, c'est plutôt, on va aussi produire des contenus, des articles. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter notre site internet où vous pourrez effectivement consulter des articles qui sont écrits par nos équipes, où vous trouverez des thématiques sur l'intergénérationnel, l'innovation managériale. Également, nous proposons des ateliers et des webinaires, comme cette semaine, la semaine de la QVT, mais également le club, ou bien on organise aussi des petits déjeuners pour les personnes qui ne connaissent pas. Et inspiré, c'est également le palmarès. Normalement, on a un palmarès, une cérémonie justement qui est là tous les ans. Cette année, elle n'a pas eu lieu, mais la cérémonie, c'est quand même 8000 personnes et une très forte retombée média. Donc ça, c'est sûr que pour nos 3 métiers. Ensuite, pour vous donner une idée un peu plus vision, on va dire, sur Great Place to Work, on a une conviction très forte.
effectivement, nous, Great Place to Work, une entreprise qui est une Great Place to Work, elle est construite sur la mise en mouvement vers vraiment une culture de la confiance. Et cette culture de la confiance, en fait, elle est au cœur de notre organisation, elle est au cœur de notre modèle. Et cette culture de la confiance irrigue en fait toutes les strates de l'organisation, donc c'est celle qui est vraiment au centre. Et aujourd'hui, donc, nous avons on fait évoluer notre modèle. Et effectivement, aujourd'hui, donc, on parle vraiment d'une Great Place to Work for All, le modèle for all. En fait, c'est lorsque, par exemple, les valeurs qui sont portées par l'entreprise ainsi que l'efficacité du leadership, en fait, les deux vont vraiment créer une culture de la confiance, toujours la confiance au cœur. Et en fait, cette culture de la confiance, elle va pousser à ce que chacun puisse développer son potentiel et notamment le fait que quand tous les collaborateurs peuvent développer leur potentiel, cela va nourrir en fait l'innovation et aussi bien évidemment la croissance financière, ce qui est in fine un impact positif, un impact sociétal positif. Donc ça, c'est des thématiques, l'innovation, les valeurs, le travail sur les valeurs, le travail sur l'efficacité du leadership et également le fait de développer le potentiel de chacun. C'est des notions qui sont tout nouvelles chez nous, qu'on développe davantage et qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans notre analyse actuellement. Voilà, donc après, je vous propose justement, comme je vous ai parlé de résilience et de confiance, c'est de vous donner effectivement la définition que nous, on a de la confiance chez Great Place to Work. Donc, en fait, la confiance chez Great Place to Work, c'est lorsque les collaborateurs ont confiance en leur management, sont fiers de leur travail et apprécient les personnes avec lesquelles ils travaillent. C'est également une entreprise dans laquelle on atteint ses objectifs, où tout le monde donne le meilleur de lui-même et travaille comme une équipe, le tout dans un climat de confiance. Ça, c'est la façon de définir la confiance. Ensuite, je vous propose de voir la définition de la résilience. Donc la résilience, d'abord on fait une comparaison avec la physique. Donc en physique, la résilience, ça fait référence au métal qui reprend sa forme initiale après une déformation. Et en fait, cette image, elle illustre le sens du phénomène psychologique associé au terme, qui désigne en fait une capacité à rebondir après un drame ou un choc traumatisant. Donc la résilience, ça suppose de passer l'épreuve sans y succomber, voire d'en tirer une force nouvelle pour mieux résister aux chocs affrontés dans le futur. Donc, voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est de passer donc justement au témoignage de Jennifer Evora, qui s'occupe de toute la partie Gender Equity et Wellbeing at Work. Donc bonjour Jennifer. Bonjour Claire, bonjour tout le monde. Du coup, je laisse Jennifer continuer justement sur la présentation de Worldline. Très bien, merci. Victoria, on peut passer à la slide suivante. Alors, je suis Jennifer Evora. Je travaille pour le département de RSE du groupe Worldline au niveau global et je gère, comme l'a précisé Claire, les programmes de bien-être au travail et d'inclusion pour l'entreprise. Alors, Worldline, qui sommes-nous ? Nous sommes une société, Victoria, tu peux passer à la slide suivante, pan-européenne, qui est l'un des leaders du secteur des services de paiement et de transactions, qui est notamment structuré autour de 3 piliers. Donc, les services dédiés aux commerçants, les services financiers, donc liés aux institutions financières, et les services liés à la mobilité et aux services transactionnels, comme le paiement sans contact ou les titres de transport sans contact, par exemple. Alors, l'ensemble de ces services nous permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur et donc de fournir une offre assez holistique du commerçant jusqu'au paiement final. Si tu passes à la slide suivante, Victoria, en bref et en quelques chiffres, Worldline, c'est une entreprise de près de 12 000 salariés qui va bientôt doubler à la fin d'une acquisition en cours à partir du mois de septembre, présent dans plus de 30 pays avec un chiffre d'affaires annuel de 2,4 milliards d'euros. C'est aussi une entreprise qui s'est engagée dans le cadre de son programme RSE à investir en ses salariés dans le cadre du programme bien-être au travail de Wellbeing à Worldline.
Victoria, si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc là, c'est juste un petit rappel pour vous dire que Worldline est présent tout au long de la chaîne de valeur des paiements. Ça peut être le drive au McDonald's, ça peut être votre titre de transport bientôt qui remplacera le Navigo, par exemple. Et en ce qui concerne notre collaboration avec Great Place to Work, sur la slide suivante, c'est une collaboration de maintenant près de 10 ans. Avec l'ensemble des salariés du groupe qui sont interrogés, parce que je comprends que ce n'est pas une obligation. Dans certaines entreprises, on n'a peut-être pas forcément l'ensemble des salariés qui sont interrogés, mais nous, on a pris la décision d'interroger tous nos salariés dans tous les territoires de Worldline. Et ce qui nous permet finalement d'avoir une vision assez complète de l'état d'esprit de nos salariés dans l'ensemble du groupe. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années maintenant, il y a une vraie tendance d'amélioration de nos résultats, et notamment avec la certification de Worldline en France à la 5e position du palmarès dans la catégorie des entreprises de plus de 2500 salariés. Mais on a aussi été certifié en Pologne, par exemple, et en Argentine. L'objectif que nous mettons en avant ici auprès du top management, c'est que, évidemment, on est de plus en plus de pays certifiés, alors que les pays certifiés conservent la certification, et également qu'on puisse multiplier chaque année le nombre de pays ayant eu une certification. Victoria, si je passe à la slide suivante, ça c'est juste pour que vous puissiez voir l'évolution de notre Trust Index et de la question en général. Je dirais que c'est une entreprise où il fait bon travailler. Voilà, je ne retrouvais plus là. En français, on voit qu'il y a une nette évolution depuis 2015, puisque sur le Trust Index, on a gagné près de 13 points, et pour la question générale, on a gagné presque 20 points. Ce qui est très positif, et aussi qui est le fruit de nombreux efforts que je pourrais décrire au cours des prochaines questions. Oui. Voilà, en ce qui concerne Worldline. Merci beaucoup, Jennifer. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie questions-réponses. Ces questions auprès de Jennifer. Donc, Jennifer va répondre à mes questions pour le moment. Donc, sur la confiance, donc justement, comment instaurez-vous un climat de confiance au sein de vos équipes? Alors, je pense qu'il y a une chose importante à évoquer, c'est que Great Place to Work, l'enquête, fait partie intégrante, et il nous a d'ailleurs aussi permis de structurer notre approche du programme Wellbeing at Worldline, qui se décompose en 6 piliers, 3 piliers globaux, donc, qui sont donc gérés au niveau global et qui est adressé de la même manière dans tous les pays, et 3 piliers locaux que je vais décrire. En ce qui concerne les 3 piliers globaux, il y a un premier pilier qui s'appelle Growing at Worldline. Donc, ce sont tous les dispositifs qu'on met à disposition de nos salariés pour les permettre d'évoluer et de pouvoir avoir des mobilités internes et de décider et d'être acteurs de leur carrière. Il y a aussi un pilier Learning at Worldline. Là, ce sont tous les dispositifs de formation que nous mettons à disposition de nos salariés dans une industrie du paiement qui évolue en permanence, notamment avec l'introduction de nouveaux concurrents tels que bien Google, Facebook, etc. Et puis aussi une pression régulatoire très forte, puisque évidemment l'industrie du paiement est très régulée, notamment en Europe et dans le reste du monde. Et puis aussi au niveau global, le troisième pilier, c'est l'intégration Integration at Worldline, qui est liée notamment à l'inclusion et à la diversité, et l'objectif étant bien sûr de permettre à chacun de nos salariés de se sentir libre d'être lui-même, quelles que soient ses spécificités, et aussi bien d'atteindre et d'évoluer au maximum de ses capacités et de son appétence. On va pas... Je pense que l'évolution, c'est vraiment aussi aux salariés de décider où il veut aller et jusqu'où il veut aller.
l'ensemble de ces dispositifs globaux visent à soutenir nos salariés d'évoluer dans les conditions justes et équitables, quel que soit le pays où ils opèrent. D'accord. En ce qui concerne les piliers locaux, ça découle plutôt du pays parce que voilà, c'est plutôt My Working Condition, par exemple, ce sont les outils à disposition de nos salariés, l'environnement de travail, la vie au quotidien. C'est aussi trait au Working Together et Collaboration, donc c'est les outils collaboratifs qu'on met à disposition de nos salariés, les échanges entre équipes au niveau local et international, et puis aussi la communication qui va dans les deux sens, donc la qualité de la communication du top management vers les employés, mais aussi l'écoute de nos salariés vers le top management. Et enfin, le dernier pilier, c'est lié à la fierté et la reconnaissance, qui, à mon avis, comme tu l'as dit toi-même plus tôt, fait partie aussi de la confiance qu'on a vis-à-vis de nos employeurs. Nous mettons en valeur à reconnaître les succès de nos salariés, à reconnaître leur contribution dans le cadre de l'innovation, mais aussi au niveau de leurs valeurs humaines, puisque c'est ce qui fait aussi la qualité de nos interactions en interne, mais aussi vis-à-vis de nos clients. Et par exemple, c'est des process qu'on appelle tels que les accolades que nos employés peuvent recevoir, ou les programmes de talent ou d'experts, puisque nous valorisons la filière experte. Et puis les nombreux événements qui visent à célébrer les succès de nos salariés de façon formelle, mais aussi informelle. On invite vraiment, on encourage nos managers à organiser le maximum d'événements pour célébrer les réalisations de leurs salariés. Ça peut être une bouteille de champagne parce que voilà, on a réussi à résoudre un problème très important pour un client. Ça peut être une cérémonie, ça peut prendre différentes formes, mais ce qui est important, c'est que ces dispositifs existent dans l'ensemble des pays de Worldline et qu'on est en capacité aussi de mesurer leur impact annuellement au travers du Great Place to Work Survey. Et on voit évidemment là où nos efforts sont reconnus et ont un impact réel pour la salariée. Et puis aussi, bien, les piliers sur lesquels on doit certainement s'améliorer, revoir un peu notre approche pour l'améliorer parce que nos salariés ne perçoivent pas forcément les actions qui ont été déployées en ce sens. Donc, c'est vrai que pour la confiance, c'est une approche assez holistique parce qu'on essaye de couvrir l'ensemble du cycle de vie du salarié, mais aussi participative parce que le salarié est acteur de sa carrière, mais aussi on lui demande très souvent son avis. Et là, il y avait une question autour des valeurs. Par exemple, cette année, en 2019, on a décidé de redéfinir nos valeurs groupes et pour ce faire, il a été organisé 27 workshops dans l'ensemble des pays du groupe, ce qui représente 600 participants quand même, donc ça couvrait quand même pas mal de salariés, pour définir nos nouvelles valeurs, les comportements associés à ces nouvelles valeurs et puis une ébauche de raison d'être à l'aide des retours de l'ensemble des pays et des groupes de salariés qu'on a voulu très hétéroclites, donc des femmes, des hommes de tout âge, de toute seniorité, fonction support, fonction technique, etc., pour qu'ils puissent se sentir partie prenante de cet exercice. Et aussi, on se rend compte finalement, là où on est aligné, là où on l'est moins, mais en tout cas, ça nous permet de faire participer nos salariés sur le plus de décisions possibles, en tout cas les décisions qui les touchent directement. Voilà. Super. Merci beaucoup, Jennifer. Du coup, on peut passer à la seconde question. Donc, dans quelle mesure votre participation au projet Great Place to Work vous a permis de mettre en place un climat de confiance et de résilience au sein de votre entreprise? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons défini en 2016 un programme
Trust 2020, qui est un programme RSE, sur lequel figure un certain nombre d'engagements mesurables, et notre Trust Index en fait partie. Donc en 2015, on avait un Trust Index global de 50%, et nous nous étions fixés l'objectif d'atteindre 60%, soit de gagner 10 points au niveau global d'ici 2020. Donc, c'est pour ça qu'on était très heureux en 2019 d'avoir atteint les 63%. Donc, c'est un engagement sur lequel on communique en interne et en externe, puisque cet engagement est visible sur nos rapports intégrés, nos rapports RSE. Donc, ça fait partie intégrante de notre stratégie business et corporate social responsibility. C'est un premier point, je pense. Le deuxième, c'est aussi la transparence, puisque on réalise ces surveys tous les ans et on communique tous les ans sur nos résultats au niveau global, au niveau local, au niveau des managers, pour que la discussion ait lieu à plusieurs niveaux. On ne cache pas nos scores, ils sont disponibles pour l'ensemble des salariés, il n'y a pas de tabou, ce qui nous permet de valoriser bien sûr nos forces, on le fait, on veut aussi dire qu'on a bien fait, mais on reconnaît aussi nos axes d'amélioration chaque année et les engagements qu'on pourrait prendre pour améliorer justement la situation. Et j'en viens au troisième point, je dirais qu'on est vraiment dans un processus, grâce à ce survey annuel, d'amélioration continue, puisqu'on est en capacité finalement d'observer notre évolution ou l'absence d'évolution sur certains piliers et réajuster en permanence nos plans d'action pour atteindre un niveau minimum qui est 60% de Trust Index. Mais notre Trust 2020 arrive à terme et on se pose justement la question de quelle est la prochaine ambition sur le Great Place to Work. Est-ce que ce sera 70, 75? On ne sait pas encore, mais l'idée, c'est évidemment d'évoluer en permanence. Et je dois dire aussi que l'équipe Great Place to Work nous aide aussi en ce sens, puisque chaque année, elle nous permet de faire des analyses de plus en plus poussées sur différents aspects stratégiques pour le groupe, comme par exemple cette année, on a fait un zoom spécifique au niveau global sur la partie égalité hommes-femmes, voir où étaient les différences de perception entre les hommes et les femmes, et là où étaient les plus gros gaps, quelles étaient les actions qu'on pourrait mettre en œuvre pour justement réduire ce gap. Et on voit par exemple, en termes de promotion ou de mobilité, on voit que les femmes considèrent que c'est pas forcément équitable, alors qu'au niveau des hommes, les résultats sont plutôt bons. Donc, on se rend compte que non seulement les femmes ont l'impression que le processus de promotion dans certaines situations n'est pas équitable, mais en plus, les hommes ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est assez révélateur. On a pu également voir un peu quel était notre niveau de maturité en termes d'innovation, quelles étaient aussi les différences de perception dans le leadership au niveau intermédiaire et au niveau top management. Donc voilà, chaque année, on va définir aussi les points où on veut zoomer, si je puis dire, plus spécifiquement. Et grâce à l'équipe Great Place to Work, on a souvent de nouveaux éclairages qui nous permettent aussi de redéfinir sur des aspects précis notre stratégie. Je pense que c'est vraiment ça, c'est la transparence, c'est fondamental. Nos salariés savent qu'on fait un survey depuis 10 ans, donc si ils n'étaient pas en capacité d'avoir les résultats et d'en mesurer l'impact, je pense que notre taux de participation ne ferait que réduire d'année en année, parce que la lassitude s'installerait. Et là, on est vraiment dans un état d'esprit différent. C'est un engagement qui est public, en interne et en externe, sur lequel on communique en toute transparence et sur lequel on s'engage à s'améliorer chaque année. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, on peut passer à la question suivante. Voilà. Alors, en réponse à la crise Covid-19, racontez-nous comment votre organisation a su faire preuve de résilience à l'égard de ses collaborateurs et de ses parties prenantes.
Ouais, mais je pense aussi là, c'est un parfait exemple justement de résilience parce que je pense que l'agilité qu'on a pu développer au travers de l'exercice Great Place to Work nous a permis de réagir assez rapidement et de proposer des ajustements à notre programme de bien-être au travail. Mais ce qu'il faut savoir, bon, déjà, c'est que chez Worldline, le télétravail est une pratique bien ancrée, hein, ce qui nous a permis malgré tout d'aller vers un confinement plutôt fluide. Presque tous les salariés ont un PC portable. Euh, on est plutôt habitué à avoir des réunions en ligne, mais pour autant, aujourd'hui, maintenant, on se pose quand même la question de comment notre pratique de télétravail va évoluer. Et il y a des travaux en cours sur ces sujets-là. Mais en termes de well-being et de bien-être au travail, par exemple, on a anticipé très tôt les communications avant même le confinement au niveau global et local. Les communications étaient nombreuses sur l'impact du Covid sur notre situation. Et dès le confinement, dans tous les pays et au niveau global, des webinaires ont été mis en place quasiment chaque semaine pour tenir le personnel informé sur bien l'impact du confinement sur le business et potentiellement sur nos conditions de travail. Mais la mise à disposition de nouveaux outils tels que, bien comme vous, les outils de visio qu'on n'utilisait pas forcément au quotidien, qui a permis de garder un lien et d'avoir des réunions, garder des réunions plutôt interactives, mais aussi d'organiser des événements un peu plus informels comme des virtual coffee le matin avec votre équipe, des challenges d'équipe, et ce qui nous a permis aussi de garder une certaine forme de convivialité, bien que nos salariés travaillaient de chez eux. On a mis en place un guide de bonne pratique qui a été distribué à l'ensemble des salariés, notamment pour permettre à nos salariés de garder un équilibre vie pro, vie privée le plus équilibré possible, mais aussi avoir le bon équilibre en termes d'information, favoriser les hobbies. Et par exemple, on a organisé de nombreuses conférences dans l'ensemble des pays sur la pleine conscience, par exemple, sur la pratique de la méditation, sur le thème de la résilience et du sport, des conseils de diététique, parce que voilà, on peut être amené à grignoter plus quand on est à la maison. Enfin, plein de petites choses pour permettre aux salariés aussi de sortir de sa bulle, parce que finalement, on n'a plus l'occasion d'aller prendre une pause café, mais en tout cas, apporter du contenu utile aux salariés qui n'est pas que professionnel. Et ça, c'est également illustré au travers d'une page LinkedIn spécifique pour les salariés Worldline, où on pouvait partager des photos et différentes anecdotes, ou une playlist sur Spotify, enfin un outil de partage de musique, où chaque salarié pouvait partager leurs morceaux favoris. Et puis surtout, avant le confinement, on a réalisé un petit survey fait maison pour avoir un peu l'humeur de nos salariés pendant le confinement, mesurer d'éventuelles appréhensions sur le retour au bureau et mesurer un peu leur attente, et puis aussi leur laisser la parole sur cette période qui a été assez particulière pour le salarié en général. Et puis aussi sur nos messages, on était tous alignés pour dédramatiser la situation, parce que nous savions que la situation était extraordinaire. Donc, au niveau du top management, les messages étaient clairs. C'était oui, c'est OK si vous êtes en réunion et que vos enfants hurlent à côté. On sait que ce n'est pas le contexte habituel. C'est pas un drame, on le reconnaît et on n'en tiendra pas rigueur. C'est juste le fruit d'une situation exceptionnelle. Et aujourd'hui, pour conclure, bien, ça fait plusieurs semaines que nous travaillons sur le nouveau normal, sur l'impact sur la culture du well-being au sein de Worldline, quel sera le nouveau télétravail de demain au sein de Worldline, les nouveaux espaces de travail, les nouvelles règles pour voyager. Est-ce qu'on a vraiment besoin de venir toutes les 5 minutes au siège, ou est-ce qu'il ne faut pas
définir de nouvelles règles, les nouveaux outils de télécommunication. Voilà, l'idée, c'est vraiment de voir quels sont les impacts positifs de ce confinement, parce qu'il n'y a pas que des impacts négatifs, sur lesquels nous souhaitons capitaliser et faire évoluer nos pratiques managériales et nos pratiques qui impactent à la fois nos salariés, mais aussi nos clients. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, je vous propose qu'on passe à la dernière question. Donc, quel message souhaitez-vous faire passer aux professionnels RH présents dans la salle aujourd'hui? Déjà, moi j'aime l'enquête Great Place to Work, mais je pense de façon générale, je pense qu'une enquête annuelle ou une enquête à destination des salariés, c'est un outil très efficace et très puissant pour mesurer à la fois l'impact de nos actions et l'engagement de nos salariés. Aujourd'hui, je vois difficilement comment m'en passer. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est fondamental d'avoir une enquête de ce type au sein de l'entreprise. La deuxième chose, je dirais bien la transparence. J'ignore si dans toutes les entreprises, on communique l'ensemble des résultats, mais ça me semble fondamental d'être transparent sur les succès, mais aussi les axes d'amélioration. Et en ce qui concerne aussi ces axes d'amélioration et les plans d'action qu'on met en œuvre, je dirais il y a un écueil qu'il faut éviter et que j'ai pu observer, c'est que souvent on se lance dans des analyses très poussées avec différents critères et finalement on a un plan d'action de 150 actions et on n'est pas en capacité, finalement on se laisse porter et on a du mal à les concrétiser. Donc moi j'aurais tendance à dire, et c'est ce que je dis au réseau, parce que mon rôle étant plutôt global, je suis plutôt là pour fédérer mon réseau de Wellbeing at Worldline Network, c'est de leur dire, voilà, moi je préfère que vous ayez un plan d'action de 3 actions qui ont du sens, et que vous allez pouvoir concrétiser et que le salarié pourra avoir dont le salarié pourra avoir l'impact rapidement et si possible avant le prochain survey, que d'avoir une énorme liste d'actions qui finalement qu'on a du mal à concrétiser sur des délais raisonnables. Le deuxième point, parce qu'on là on parle de l'équipe RH, c'est que je pense que le Great Place to Work, avoir une Great Place to Work, un programme de bien-être au travail, c'est pas que l'affaire des RH, et je pense que c'est important d'avoir le management de tous les niveaux. Par exemple, nous, au top management, eh bien, on regarde leurs résultats au niveau de chaque division. Ils ont des objectifs d'amélioration ou au moins de maintenir un certain résultat, et c'est dans leur c'est dans leur bonus. Hein. Aussi le management intermédiaire et aussi les salariés eux-mêmes, parce que dans la plupart de nos pays, on a des groupes de travail qu'on appelle le bottom-up, donc de la base vers le top, qui permet de partager le feedback des salariés, mais aussi proposer des actions. Elles ne sont peut-être pas toutes déployées, mais en tout cas une grande partie. Et ce qui permet aussi aux salariés de se sentir vraiment partie prenante, encore une fois, du processus. Et enfin, je pense qu'en termes d'impact, je pense que la régularité, c'est fondamental. Je vois dans les pays où ça fonctionne le mieux, c'est souvent des pays où il y a plein de petites actions. Ça peut être une semaine par-ci d'événements, ça peut être un mail par mois sur les jobs ouverts, ça peut être différentes choses, mais régulier, plutôt que le gros événement une fois par an. Et au final, le reste de l'année, on ne voit pas trop ce qui se passe. Donc moi, je dirais plutôt régularité et pas hésiter à avoir plein de petites initiatives tout au long de l'année, plutôt que d'avoir une action à l'année, super semaine du well-being, et puis le reste de l'année, eh bien, même si l'équipe travaille pour améliorer les scores et donc directement améliorer les conditions de travail et la perception de le salarié, si c'est pas visible pour le salarié, finalement, c'est pas inutile, mais c'est quand même dommage que
les principaux intéressés ne sont pas capacités d'en mesurer les effets. Voilà. Ok. Du coup, c'est bon pour toi, Jennifer? C'est bon pour moi. Super. Alors, je te remercie encore pour ton intervention et ton témoignage. Donc, maintenant, je vous propose de passer aux questions. Du coup, vous pouvez nous envoyer vos questions dans le chat et on pourra vous répondre. Voilà, c'est à vous. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. N'hésitez pas, hein, Alors, nous avons une question. Dans l'intervention de Jennifer, sauf erreur de ma part, il n'a pas été évoqué l'implication des instances représentatives du personnel. Pourquoi? Oui, bonjour. Du coup, pour plusieurs raisons, c'est vrai que j'interagis avec tous les pays et la France, mais dans le cadre du Great Place to Work Survey, bon, déjà évidemment, nos instances représentatives dans l'ensemble des pays sont au fait du sondage annuel et nous les consultons avant chaque édition. Nous organisons d'ailleurs des présentations des résultats qui leur sont dédiés. Ils sont notamment partie prenante. Je prends l'exemple du gender equity, de l'égalité homme-femme, où nous avons notamment utilisé certaines des résultats du Great Place to Work Survey pour nourrir un peu nos échanges avec eux lors de la renégociation de l'accord égalité homme-femme. Mais si j'en ai si peu parlé, finalement, c'est parce que je ne suis pas l'actrice principale dans ces discussions-là, puisque moi, mon rôle est plutôt global. Donc, je m'assure que ces discussions ont bien lieu dans les pays, mais ce n'est pas moi qui les lead. Je ne suis pas en capacité de donner du détail sur l'ensemble des discussions qui ont lieu sur ces sujets-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont partie prenante et ils sont très attentifs sur l'évolution des résultats du Great Place to Work Survey et qu'on a en général des avis plutôt favorables sur les actions qui sont menées pour notamment adresser les axes d'amélioration qui découlent de cet exercice. Et nous sommes actuellement en train de mettre en place un comité européen et eux aussi sont très attentifs sur les résultats du groupe au niveau global concernant le Great Place to Work Survey. D'accord. Merci Jennifer. Donc on a encore une autre question. L'émotion a-t-elle une part importante dans le management? Si oui, comment?
Alors, nous, on fait très attention à l'émotion parce que c'est un pilier de formation qu'on développe de plus en plus, donc tout ce qui a trait à l'intelligence émotionnelle, puisque ce sont vraiment les compétences douces qu'il est essentiel à notre sens de développer, notamment au sein du management, puisque au niveau global, l'un de nos axes d'amélioration et qui se retrouve dans la plupart des pays et la plupart des périmètres, c'est bien la communication du management et sa compétence dans un certain nombre de contextes. Donc, pour répondre, oui, l'émotion et en tout cas l'intelligence émotionnelle a toute sa place et c'est un levier que nous essayons de développer de plus en plus et qui a été aussi intégré dans le cadre de nos programmes de talent et de management en général. D'accord. Et alors, j'ai une autre question. Bonjour, pensez-vous que le nouveau normal ou que demain sera si radicalement différent? Le nouveau normal, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais bon, Ce que j'ai évoqué, le nouveau normal, c'est que, enfin, nous, je pense que tout le monde s'entend à dire que l'après-Covid ne sera pas 100% la même chose. On ne retrouvera pas le même état d'esprit ou les mêmes conditions organisationnelles ou de travail qu'auparavant. Ici, avec le groupe de travail qui travaille sur ces questions-là, nous en sommes convaincus. Et ça vaut notamment pour le télétravail, puisque s'il y avait, même si c'est une pratique bien ancrée, mais s'il y avait des pays ou des organisations où le télétravail était plutôt fébrile, je pense que là, nos managers ont bien vu que nos salariés sont suffisamment responsables et ont su s'adapter très rapidement aux conditions de confinement. C'est aussi sur la manière d'interagir, puisque finalement, on a beaucoup d'équipes internationales. Donc là, on était un peu tous sur un pied d'égalité. Les personnes qui étaient en France n'étaient pas favorisées par rapport à la personne qui est en Allemagne, puisqu'on était tous, on travaillait tous de chez nous et ça a permis finalement de renforcer certaines relations. Et globalement, en tout cas au niveau du groupe Worldline, il y a une vraie volonté de tirer parti des aspects et des impacts positifs de ce confinement pour en faire bénéficier à la fois nos salariés, mais aussi nos clients, puisque voilà, on a mis à disposition de nos clients également de nouveaux outils, de nouvelles options pour se rencontrer, se voir, même si ce n'est pas forcément en présentiel. Donc, je pense qu'il y a une véritable volonté au niveau du groupe de tirer parti de ces apprentissages et d'en faire finalement un moment vertueux. On en tirer une certaine force. J'ai encore une petite question pour toi. Du coup, comment accompagnez-vous vos managers pour maintenir cette culture de la confiance? Alors, déjà, dans de nombreux pays, on a un pilier dédié pour le management, avec notamment un pilier sur comment utiliser le Great Place to Work, de façon positive, comment discuter avec ses équipes, comment mettre en place des actions au niveau de l'équipe elle-même. Au-delà de ça, on travaille aussi sur tous les aspects d'intelligence émotionnelle. On travaille aussi sur le renforcement, enfin l'amélioration des communications qui sont destinées au management intermédiaire, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que ça fait partie de nos axes d'amélioration encore aujourd'hui, mais que le management intermédiaire, qu'il y avait un fossé entre le top management et le management intermédiaire, et du coup, l'un de nos axes d'amélioration, c'est vraiment de renforcer la qualité de la communication qui arrive au management intermédiaire et l'utiliser au quotidien pour mieux répondre aux besoins des salariés et avoir un véritable réseau sur lequel il peut compter, et notamment le réseau d'ambassadeurs de bien-être au travail de Worldline, pour mettre en place des actions nouvelles au sein des équipes, pour améliorer la convivialité, pour améliorer la communication,
mettre en place de nouvelles façons de travailler, etc., etc. Merci. Du coup, là, il y a une question pour moi. Donc, y a-t-il un accompagnement proposé par Great Place to Work dans le cadre de la crise du Covid? Et si oui, en quoi consiste-t-il? Donc, pour répondre à cette question, oui, alors effectivement, Great Place to Work a mis en place déjà, on a un kit manager, donc on propose à tout le monde, qui vous permet de vous donner des clés justement pour équiper les managers après cette période un peu compliquée, des pratiques, qui vous permettent de donner des idées pour les accompagner, parce qu'on pense qu'en fait le management et les managers en fait sont ceux qui vont devoir vraiment outiller les managers pour s'assurer de la reprise après le confinement. Et également, nous, Great Place to Work, on a mis en place une enquête Covid. Donc, c'est des questions, c'est 11 questions. Donc, il y a des questions fermées et des questions ouvertes. L'idée étant de vraiment prendre le pouls après la période de confinement. Et justement, en ayant des questions qui soient vraiment spécifiques sur cette période compliquée. Donc bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, on peut répondre à vos questions après, justement, après le webinaire. C'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai une autre question. Alors, je n'arrive pas tout à fait à lire ce qui est écrit. La qualité de vie au travail nous amène à organiser l'application de droit à la déconnexion. Comment l'avez-vous mise en place, sachant que les salariés de votre société interviennent au niveau international? Donc ça, je pense que c'est une question pour toi, Jennifer. Il y a des accords, enfin les accords aujourd'hui au niveau de chaque pays, mais très souvent les périmètres de nos salariés, finalement, même ils peuvent contribuer sur des projets globaux, mais très souvent ils ont un fort ancrage sur leur territoire où ils sont localisés. Néanmoins, on a aussi mis en place une série de communications justement sur l'équilibre des temps de vie, sur les horaires acceptables pour organiser des réunions, sur aussi la parentalité. Donc, ce sont des thèmes qui sont récurrents et sur lesquels on tente d'éduquer l'ensemble des salariés, mais aussi les managers. On s'est rendu compte avant de lancer cette campagne sur l'équilibre de temps de vie que c'était un sujet assez touchy parce qu'on a évidemment demandé le feedback du top management et on a eu beaucoup de retours qui étaient constructifs, mais on sentait parfois une certaine frilosité. On sait que parfois il y a des projets sur lesquels il va falloir qu'on fasse des efforts très importants dans une période assez courte. Mais finalement, notre discours ici, c'est de dire que on peut accepter que pour une période plutôt courte, on soit amené à travailler de façon, avec une certaine pression. Mais en tout cas, il faut toujours qu'on ait un équilibre et qu'on permette aux salariés de retrouver cet équilibre vie privée, vie professionnelle le plus rapidement possible. Justement, à l'aide de garde-fous comme la vigilance sur les heures de réunion, l'absence d'obligation de répondre à des mails au-delà d'une certaine heure, tenir compte aussi de la parentalité et faire en sorte que justement nos chartes sur la parentalité puissent bénéficier tant aux hommes qu'aux femmes, parce que ce n'est pas à la femme de supporter à elle seule l'intégralité de la charge familiale. Et c'est vraiment sur ces aspects-là aujourd'hui qu'on essaye de travailler et éduquer nos salariés en parallèle aux accords qui sont signés dans les pays européens sur ces questions-là. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on n'a plus de questions? Ok. Bon, écoutez, si on n'a plus de questions, écoute, je te propose qu'on clôture. Voilà. Si ça te va.
Ça me va, très bien. Merci Parfait. beaucoup. Merci à toi pour ton intervention et puis merci à tous pour votre écoute. Et voilà, on est à votre disposition. S'il y a des questions en plus qui peuvent venir peut-être après, on reste à votre disposition. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.